Jean-François Strouf, bonjour, merci d'être avec nous. Eh bien, bonjour Lise. Alors Jean-François, je trouve que on rappelle pas assez souvent ton rôle à l'Écuge. Oui, je suis directeur adjoint, Voilà. Je dirige l'Ulpan, je m'occupe des dossiers de subvention, je fais j'anime quelques soirées Juste d'activité. ça. D'accord. Non, mais je voulais c'est qu'on pour le rappelle. commencer quelques autres trucs. Voilà. Alors on poursuit un cycle, Jean-François, qui s'appelle les rendez-vous de l'été de l'Écuge. Et pour cette période, nous ne sommes pas sous la pression des événements programmatiques à annoncer. On a donc le temps d'échanger. Alors quelle est la réflexion de ce jour, Jean-François ? Alors ma réflexion, elle porte sur la fin du débat sain dans la société française. On constate quelques éléments, la brutalité, la violence, mais aussi la fin du débat, la fin du respect de l'interlocuteur quand on débat. On change le sujet n'est plus le thème de la discussion, mais on attaque l'auteur des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord en l'invectivant, en l'insultant. Personnellement, quoi. Ouais, personnellement. Oui. Et on a perdu ce qu'on appelle la culture du débat. On est maintenant dans une société où tout est véhément, tout est abrupt et où personne n'est prêt à entendre la voix de l'autre. Et alors la culture juive dans tout ça ? Eh ben, la culture juive, j'ai envie de démontrer, moi, qu'il existe des cultures dans le monde qui sont des cultures de débat par nature, par essence. Et que dans ce cadre-là, le débat sur la culture, c'est bien. Recréer la culture du débat, c'est aussi très important. Et la culture juive peut être un exemple. Alors, on peut s'étonner peut-être de l'idée saugrenue qu'il y aurait à dire à une société française laïque qu'une sagesse juive, qu'une culture issue de nos traditions et de nos croyances peut aider. Mais je crois que c'est important de rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs, même s'ils sont très fidèles, cette notion très importante de la capacité de débattre. C'est vrai. Alors, comment dirais-je, c'est un passage obligé pour valider ton point de vue. Est-ce qu'il y a des lieux ou des pratiques traditionnelles de peuples autochtones qui ont été adoptées par des organisations nationales ou internationales, Jean-François Strouf? Alors c'est justement ce qui inspire ma réflexion, Lise. C'est que je connais 2 cas précis où des pratiques autochtones ont servi dans des enceintes internationales. Alors c'est un domaine que je connais, qui est celui de l'environnement, mais c'est très intéressant aussi. Il y a le dialogue de Talanoa, qui est fondé sur le concept pacifique des îles Fidji. Oui. C'est un dialogue interactif qui conduit à la formation de consensus et la prise de décision. Comment ça se passe ? Les participants partagent leurs histoires dans l'espoir que d'autres puissent apprendre leur histoire, leur vécu, leur manière de voir le monde et ainsi bénéficier de leurs idées, de leurs expériences. Ça a été le groupe qui a travaillé autour de l'accord de Paris. Et dans la COP24, on avait comme contribution majeure un rapport du groupe d'experts du GIEC fondé sur le dialogue de Talanoa. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut parler de choses internationales, mais où c'est pas le modèle occidental qui a tendance à régresser dans sa capacité d'entendre l'opinion de l'autre, mais bien un peuple totalement indigène, autochtone, qui a mené l'ensemble des négociations en utilisant ses propres moyens, ses propres méthodes. Alors, le ministre de la Culture et de l'Environnement, donc de Polynésie française, est intervenu lors du forum Océan, un patrimoine culturel. Que s'est-il passé ? Oui, alors c'est très intéressant. Alors on rappelle son nom. Oui, j'ai pas osé le... Alors oui, mais moi je vais oser parce que c'est un personnage très intéressant. Je comptais sur toi. Voilà, il s'appelle Eremoana Mahama Tuayu Atapu. Il est intervenu lors d'un forum et il a défendu les concepts polynésiens pour convaincre que le modèle occidental pouvait être supplanté par d'autres modèles, et il a parlé d'un élément très important qui est le lien entre la terre et la mer, par exemple. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on s'est aperçu
que les Occidentaux étaient un peu bouche bée, l'écoutaient et ont écouté que il y avait d'autres moyens que leur propre vision du monde pour résoudre des conflits et mettre d'accord autour de la table un certain nombre de personnes. Alors, quels seraient les éléments que la culture ou la tradition juive pourrait amener pour revenir vers une société qui débat davantage ? Alors c'est un petit peu ça la sagesse juive. Je voudrais qu'on prenne du temps. En yiddish, on dit le seichel. Voilà, le seichel. Là, il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Seichel, la sagesse juive, et qui va dans ce sens-là, qui expose des éléments de la sagesse juive. Alors le premier élément, c'est justement ce qui manque le plus dans une société clivée où tout le monde se saute dessus plutôt que d'échanger. C'est ce qu'on appelle le respect de l'opinion de l'autre. Et je vous emmène exceptionnellement vers le traité Hérouvine. J'ai pas l'habitude de vous emmener vers des textes religieux. Mais c'est important. Mais je vous emmène vers le traité Hérouvine. J'en cite les sources, 13b 10-14. Et voilà ce qu'il est dit. Rabbi Abba dit au nom de Shmuel: depuis 3 ans, la maison de Hillel et la maison de Shammai se disputent, et on sait très bien que cette dispute, on la retrouve tout au long du Talmud. Oui. L'un sait la halacha dit comme nous, et l'autre dit la halacha dit comme nous. Et alors, c'est ce phénomène qui est respecté traditionnellement dans le judaïsme. Une voix s'élève dans le désert et dit: Elou ve-Elou, divrei Elohim chaim, en, et il y a marqué en ve-halacha ke bet Hillel. Alors, je traduis parce que c'est très intéressant. C'est important, oui. Alors, Elou ve-Elou, et cela, divrei Elohim chaim, sont les paroles du Dieu vivant. Et donc là, on peut entendre les deux points de vue. Il faut être capable d'entendre les deux points de vue. Il faut être capable de respecter les deux points de vue. Même si à la fin, quelque part, la halacha a tranché comme Beth Hillel, la loi juive s'est fixée en général des points de vue un peu plus mesurés, un peu moins difficiles. Chaque fois qu'il y avait la possibilité de voir le monde de manière un peu plus, j'allais dire, cool, hein, c'est vraiment ça ce que dit ce texte, eh bien, il faut accepter le point de vue qui est celui de Beth Hillel. C'est rare que ça ait été fait. Il y en a beaucoup qui auraient intérêt à relire cela, à le relire, juifs et non-juifs, au lieu de s'interrompre dans des débats sans fin, radiophoniques ou télévisés, sans respect, qu'on a du mal à suivre. Du coup, bah oui, parce que c'est pas très intéressant. Les gens se hurlent dessus, on n'entend plus la musique qui est la plus importante, qui est celle du contenu. Bien sûr. C'est plus intéressant, c'est les mots des invectives qui l'emportent sur le reste. Alors, le deuxième exemple, c'est que quand on lit des textes du Talmud, on s'aperçoit que les points de vue les plus minoritaires ont été conservés. Un tel dit cela, mais on a conservé les points de vue les plus minoritaires. Dans un livre de halakha, on peut voir ce qui a été, comme dans quel sens la loi a été tranchée, mais à chaque fois, on a conservé les points de vue les plus minoritaires. Donc on peut participer avec 2000 ans d'écart à des débats qui ont eu lieu ou qui n'ont pas eu lieu. Il faut rappeler, Lise, que dans beaucoup de cas, on ramène dans un débat, un sage ramène dans un débat l'opinion d'un grand ou d'un autre grand, les confronte, et quelquefois ils ont 500 ans ou 600 ans de distance entre la formulation. Il n'y a pas le débat sur place, mais il y a le rappel de la pensée de l'autre, et on voit comment, dans ce que j'ai mentionné sur Hérouvine, c'est Rabbi Abba qui cite au nom de Shmuel. C'est-à-dire qu'on va aller chercher
les paroles de sagesse de quelqu'un en citant la source parce que c'est fondamental. On ne s'approprie pas les sources non plus. On ne s'approprie pas la source. Oui. On respecte qui a dit et on peut comme ça retrouver le fil de la discussion. Et donc, essayons de voir dans un débat public qui s'est passé, je sais pas, il y a 5 ans à l'Assemblée nationale, on a la résultante du débat, mais si on cherche, on ne saura jamais pourquoi des opinions qui, par exemple, à un moment étaient défendues par un camp et pas par l'autre, ont disparu, parce que si on gardait la trace de ce qui s'était échangé, des enjeux qui s'étaient échangés, on serait beaucoup plus respectueux de la diversité des opinions. Oui, tout à fait. Et malheureusement, ça nous manque dans le monde dans lequel on vit. Et même dans le monde rabbinique aujourd'hui, oui. Cette sagesse qui consiste à dire la voix de l'un et la voix de l'autre sont des paroles du Dieu vivant, a tendance à disparaître. Donc, oui. J'ai envie un peu de prêcher pour ma paroisse, comme on dit. C'est que nous, à l'Écuge, on fait des débats contradictoires et de cette formule que la voix de l'un et la voix de l'autre sont aussi importantes à entendre, non pas un moyen d'arriver, mais une fin en soi, c'est ce qu'on appelle la marloquette leshem shamaim, le débat destiné à faire avancer le monde. Hein. Exactement. Les Shem Shamaim, c'est ça que ça veut dire. Pour que le monde soit meilleur, pour que le monde avance et que les gens qui s'inspirent de cette pensée avancent avec. Alors, donc, Jean-François, tout cela, on va le retrouver à l'Écuge à la rentrée. Oui, dans les débats. Oui, il y a des débats déjà qui sont prévus. On en reparlera à la rentrée. On en reparlera parce que là, tu sais, il y a un truc que j'aime bien, moi. Oui. C'est qu'on explique au public, qu'on donne des exemples du pile-poule. Bien sûr. Hein, alors, est-ce que tu peux nous en donner? Alors, est-ce qu'on pourrait entendre, Serge est à la technique, il va nous faire entendre un petit bijou de pile-poule talmudique, la toute première minute. En français, en hébreu? En français. On écoute. Voilà la question. 2 ramoneurs sortent d'une cheminée, l'un sort tout noir et l'autre tout blanc. La question donc est lequel des deux va se laver quoi? Forcément celui qui est tout noir, ça tombe sous le sens. Non, je suis désolé, tu n'es pas fait pour comprendre ce que le Talmud contient. Ah, je ne suis pas fait pour comprendre. Et pourquoi donc? Mais tu ne réfléchis pas, celui qui est sorti tout noir voit que l'autre est sorti tout blanc, alors forcément il croit qu'il est blanc. Ah, tu veux me dire que celui qui est sorti tout blanc voit que l'autre est tout noir, alors il se croit aussi noir que lui, et donc celui qui est blanc va se laver, pas celui qui est noir? Non, décidément, tu ne réfléchis pas. Celui qui est blanc, qui se croit noir, envoie un noir qui se croit blanc, alors que le noir envoie un blanc qui se croit noir. Oui, d'accord, dans ce cas alors qu'aucun des deux n'aille se laver. Et pourquoi pas que tous les deux aillent se laver? Oui, je pose la même question, tu poses la même question, tu poses la même question, mais enfin, depuis quand tu veux que d'une même cheminée puisse sortir un ramoneur tout blanc et un second tout noir? Oui, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Alors, j'adore moi ce morceau qui était sur Arte. Merci à Arte d'avoir diffusé ça parce que c'est vraiment toute la pensée juive dans son excellence et le fait qu'on puisse débattre sans fin de sujets, mais au moins on s'écoute et on débat même si on n'est pas d'accord. Exactement. Donc, ce sera peut-être la conclusion. En tous les cas, merci Jean-François. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Bel été, merci. Bel été. Au revoir. Au revoir.